Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Alors je vais juste vérifier que mon micro est bien branché, que tout fonctionne. Alors je sais qu'on est en plein mois d'août, je ne sais pas s'il y aura du monde de connecté, mais celles qui sont en vacances, celles qui sont sur la plage, celles qui sont occupées à faire autre chose pourront regarder le replay. Coucou à toutes celles qui me rejoignent sur Instagram, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit épisode sur ces choses dont on n'a absolument pas besoin pour se lancer en tant que wedding planner. Et souvent, j'ai des gens quand même qui viennent me voir et qui me disent Ouah, c'est un métier qui me plaît bien, j'aimerais bien faire ça, mais trois petits points. Il y a toujours une raison, il y a toujours un mais. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite liste des choses dont on n'a pas besoin. Alors peut-être que j'ai pas été, peut-être que la liste que je vais vous donner n'est pas hyper exhaustive parce que c'est vrai que chacun a ses propres, on a chacune nos propres croyances limitantes, on a chacune nos propres limites, nos propres idées reçues aussi sur le métier. Mais j'ai fait une petite liste, j'espère qu'elle vous plaira. Avant qu'on aborde le sujet du jour, coucou à toutes celles qui m'ont dit hello sur Instagram, avant qu'on aborde le sujet du jour, je voulais juste vous rappeler, pour celles qui ne sont pas au courant, que ma formation Wedding Business School, qui est la formation que j'ai créée avec deux autres de mes consoeurs, une formation en ligne pour devenir wedding planner et créer sa propre agence, donc gérer son propre business, va bientôt rouvrir ses portes au mois de septembre. Celles qui sont intéressées et qui veulent absolument pas louper l'info, je vous invite très vivement à aller dans ma bio, cliquez pour aller trouver le lien de la liste d'attente. Comme ça, vous mettez votre nom, vous êtes sûr de recevoir l'email quand les portes ouvrent et comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper le coche. Parce que la dernière fois qu'on a ouvert les portes, c'était en mars. La prochaine fois qu'on le fera, je ne sais pas c'est quand, mais celles qui ne veulent pas louper l'info, mettez-vous sur la liste d'attente. Et celles qui écoutent sur le podcast ou sur YouTube, on mettra le lien dans la description. Voilà, donc maintenant, je vais vous faire la liste des choses dont on n'a pas besoin pour devenir wedding planner. Si parmi vous, il y en a qui ont envie d'ajouter ou des questions à poser, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je serais ravie de répondre et de vous dire si vraiment pour moi, c'est important d'avoir ça ou pas pour devenir wedding planner. J'avais posé la question à mon audience et d'ailleurs, ça m'a aidé à compléter la liste que j'avais déjà faite. Donc, on va se lancer. Avant tout, la liste, je l'ai divisée en deux, comme ça c'est mieux. J'ai fait d'un côté la liste des choses dont on n'a vraiment, vraiment pas besoin. Donc vraiment les choses euh, qui sont vraiment inutiles. Ça ne sert à rien de s'encombrer avec ça. Et d'un autre côté, j'ai fait la liste des choses qui peuvent aider quand même si on les a, mais qui ne sont pas obligatoires. Ok? C'est vraiment les petits bonus, la cerise sur le gâteau. Coucou à toutes celles qui arrivent encore sur Insta. Ah ben je pensais pas qu'on serait si nombreuses en plein mois d'août. Alors, on va commencer tout de suite avec la liste des choses qui vraiment, euh, que vous ayez ça ou pas, ça ne vous empêche absolument pas de créer votre agence de wedding planner. La première chose, c'est quelqu'un qui m'a mis cette question-là sur Instagram et j'avoue que c'est quelque chose qu'on avait souvent posé. C'est est-ce qu'il faut être marié hein, ou est-ce qu'il faut avoir déjà organisé son propre mariage pour devenir wedding planner? Et la réponse, elle est bien entendu non. Non, on n'est pas obligé d'être marié ou d'avoir organisé son mariage ou le mariage de quelqu'un d'autre pour devenir wedding planner. Et c'est vrai que souvent, ça m'est déjà arrivé en plus qu'une personne me dise oui, mais j'ai peur de ne pas être crédible à vouloir organiser le mariage des autres, alors que moi-même, je ne suis pas mariée. Ça m'est même arrivé qu'une personne me dise moi, je ne suis pas mariée, et enfin, pas qu'elle est contre le mariage, mais limite, ça ne rentre pas dans ses objectifs de vie de se marier. Et elle ne se sentait pas légitime, du coup, à proposer ses prestations en tant que wedding planner. Et je lui ai dit, mais en fait, le fait que tu sois marié ou pas n'a rien à voir avec tes compétences et le fait que tu puisses proposer ou pas tes services de wedding planner. Est-ce que pour être sage-femme, il faut avoir accouché? Je ne pense pas. Il n'y a même pas besoin d'être une femme pour devenir sage-femme. Il y a des hommes qui sont sages-femmes, qui, du coup, n'ont jamais accouché, qui n'ont pas d'utérus et qui ne savent pas ce que ça fait d'en avoir. Et pourtant, on ne les trouve pas moins légitimes à être sage-femme et accompagner des femmes pendant leur grossesse. Pourquoi?
parce qu'on fait confiance à la personne. On se dit, OK, il ou elle a fait des études, il a été diplômé, il a les connaissances, les compétences et l'expertise pour m'accompagner. Donc, à partir de ce moment-là, qu'il ait un enfant, qu'il ou elle ait déjà accouché ou pas, c'est pas mon problème. Enfin, c'est pas un sujet. Et je pense que la prochaine fois que vous vous dites ça, pensez à la sage-femme, parce que pour le coup, c'est vraiment un exemple très parlant. On n'a pas besoin d'être marié ou d'avoir organisé un premier mariage pour devenir wedding planner. Hein, ok. Deuxième chose dont on n'a pas besoin pour devenir wedding planner, mais là vraiment pas du tout besoin, c'est de savoir faire des bouquets de fleurs, de savoir faire des compositions florales ou de savoir bricoler de la déco, / savoir dessiner. Je mets tout ça dans le même panier parce que c'est vrai que des fois, je vois des formations où c'est proposé à côté des cours de dessin, des cours de fleuriste, etc. Moi, je me souviens de la formation, quand j'avais été faire ma formation de wedding planner, on avait carrément eu un atelier floral. Et sur le coup, j'ai trouvé ça super cool parce que je suis quelqu'un d'assez manuel et tout, j'aime bien ça. Mais avec le recul, je me suis dit, mais au final, ça n'a rien à voir avec mon métier de wedding planner. La wedding planner, elle n'est pas du tout là pour créer des bouquets de fleurs, pour créer des compositions, pour réaliser le décor floral du mariage, ni même la déco. Alors, sauf si elle a à côté une prestation en plus en wedding design, pardon, en wedding design, etc. Mais quand on est wedding planner pur et dur, on n'a pas besoin de savoir faire de la déco, on n'a pas besoin de savoir faire des compositions florales et on n'a pas besoin de savoir dessiner pour projeter les mariés dans l'univers du mariage, etc. Ça ne fait pas partie des prérequis en tant que wedding planner parce que tout simplement, ce n'est pas le rôle d'une wedding planner. Après, si on part dans des prestations, comme je disais, de décoratrice ou de wedding design, décidément, de wedding design, là, c'est autre chose. Mais quand on veut être juste wedding planner, c'est-à-dire la personne qui est en charge de l'organisation du mariage, de la coordination des prestataires, etc., pour le coup, ça, c'est pas du tout important. J'espère que ça vous plaît et que vous suivez bien. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Ensuite, autre chose dont on n'a pas du tout besoin pour être wedding planner, c'est d'être à l'aise en talons. Alors ça, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se sont posé la question. Mais moi, je vais vous dire, quand je me suis lancée en tant que wedding planner, au début, j'avais vraiment quand même du mal parce que je partais du principe qu'une wedding planner, c'était quelqu'un qui était tiré à 4 épingles, alors surtout le jour du mariage, hein, tiré à 4 épingles, limite le tailleur et surtout les talons. Et en fait, j'avais l'espèce de mythe, l'espèce de croyance limitante que si j'étais pas en talons, bah, j'étais pas une wedding planner digne de ce nom. Et sauf que alors déjà, moi, il faut savoir que je suis grande. Ça se voit peut-être pas là quand vous me regardez, mais je mesure 1,81 m déjà. Donc, de manière générale, dans ma vie, je mets pas beaucoup de talons parce que du coup, ça me fait tout de suite encore plus sortir du lot. Et de ce fait, je ne suis pas du tout à l'aise en talons. Mais j'ai déjà essayé, voilà, talons aiguilles, enfin, talons plus épais, etc. Ça ne me convient pas. Moi, je me souviens, j'ai acheté ma première paire d'escarpins à talons quand je suis devenue wedding planner. Du coup, eh ben, je l'ai portée une fois et elle est toujours dans la même chaussure parce que je n'ai plus jamais remis cette paire de chaussures. Je ne l'ai plus jamais remise parce que il y a quelqu'un qui me... Team Grande Perche. Bah oui, c'est exactement ça. Et du coup, il y a Stéphanie qui dit « J'ai voulu tenter les talons samedi et j'ai des cloques à chaque orteil. » Ben voilà. Et en fait, voilà, moi j'avais cette espèce de mythe de la wedding planner qu'il fallait qu'elle soit voilà, tirée à 4 épingles. Et en fait, alors non seulement ça ne me convient pas, mais en plus c'est vraiment la pire idée qui soit parce que sur un jour J, on n'a pas idée à quel point on cavale, on n'a pas idée à quel point on trépigne. Et les talons, c'est clairement, sans faire de mauvais jeu de mots, se tirer une balle dans le pied. Donc, il vaut mieux être à plat ou alors là où vous êtes à l'aise. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise en talons qu'à plat. Ça reste un mystère pour moi. Mais quoi qu'il en soit, si tu n'es pas à l'aise avec les talons, ne te mets pas la rate au courbouillon. Tu n'as pas besoin de t'obliger à devenir quelqu'un d'autre, à changer ton style vestimentaire pour, d'autant plus si ça ne te rend pas à l'aise, pour pouvoir te dire être une vraie wedding planner. Tu peux être une vraie wedding planner en basket, ok?
Il y a mon joli Evan qui dit Team Perche aussi, mais pendant les mariages, c'est mort. Ouais, non, mais clairement, c'est vraiment la mauvaise idée. Non, mais je te dis, la période d'escarpin, elle est toujours dans le meuble à chaussures, là. Non, c'est mort, c'est fini. Ensuite, parmi les choses. Mais oui, voilà, des baskets propres, ça le fait tout à fait, exactement. Alors, encore faut-il les trouver, parce que alors là, je fais une parenthèse vraiment qui n'a rien à voir avec le sujet, sauf que du coup, vous vous doutez bien qu'en mesurant 1,81 m, je ne chausse pas du 36. Moi, je chausse du 43 en basket, vous voyez, c'est un peu compliqué de trouver des petites baskets super jolies, super féminines, dans ma pointure. Mais voilà, écoute, hein, on fait avec. Alors, parmi les choses que j'avais notées, dont vous n'avez absolument pas besoin pour vous lancer en tant que wedding planner, et pour moi, c'est une des choses les plus importantes de la liste, c'est l'avis des autres. Vous n'avez pas besoin de l'avis des autres. Vous n'avez pas besoin que d'autres personnes extérieures à vous valident votre projet, que d'autres personnes... alors, c'est clair que ça fait toujours du bien d'avoir du soutien, mais vous n'avez pas besoin d'aller demander la permission à quelqu'un d'autre, d'aller demander l'avis à quelqu'un d'autre, et vous n'avez pas besoin que d'autres personnes valident votre projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens n'auront pas les mêmes envies que vous. Vous, si vous avez envie de changer de métier, d'ouvrir votre propre boîte, de faire un métier passion qui est du coup le métier de wedding planner, ou c'est valable pour n'importe quel autre métier qui vous plaît, hein, eh bien, il faut vous dire que la plupart des gens, ils n'ont même pas cette idée-là, et même quand ils l'ont, ils ont tout de suite cette espèce de peur qui leur arrive en plein dans la tronche, et eux, ils vont plutôt suivre le chemin de la peur. En fait, c'est leur cerveau qui leur dit un peu risqué le mouvement que tu fais là, on va rester tranquillement de notre côté. Et du coup, eux, ils vont pas suivre leurs idées. Mais je pense que si vous êtes là, vous, ici aujourd'hui, c'est que vous avez envie de poursuivre cette idée. Et vous n'allez pas écouter votre peur, et il faut encore moins écouter les peurs des autres. Donc, quand vous allez dire à, je sais pas moi, belle-maman ou votre sœur ou même votre mère ou votre cousine que vous voulez vous lancer dans le métier de wedding planner, surtout en plus là, en période post-Covid, etc., et qu'elle va commencer à vous dire ah mais t'es sûre avec la crise, mais ça va pas. Moi j'ai eu ça, hein. Moi j'étais kiné avant de devenir wedding planner, c'était oh là là mais vous exagérez, mais tu t'en rends pas compte, tu quittes le métier tu quittes un métier aussi bien payé pour faire ça, etc. J'ai un patient, quand j'ai annoncé que je quittais le cabinet pour lancer mon agence de wedding planner, il m'a sorti. En plus, ça m'a fait de la peine parce que c'est un patient que j'aimais beaucoup. Il m'a sorti oh là là, mais vous êtes folle, vous allez faire de l'événementiel c'est bouché, vous allez revenir ici en rampant et tout. J'étais en mode ok, mais je comprends pas pourquoi les gens ont besoin d'être aussi haineux en fait. Mais je pense que c'est parce que de voir des gens. Vous avez déjà vu le film Matrix? Mais quand les gens qui sont dans la matrice voient d'autres gens sortir, en fait, ça les fait paniquer. Ça les fait paniquer parce que peut-être que ça les renvoie eux-mêmes aux choses qu'ils auraient aimé faire dans leur vie et pour lesquelles ils ne se sont pas donnés à fond, ils ne se sont pas donné les moyens ou juste ils n'ont pas osé faire un pas de plus. Mais sauf que vous avez ce courage-là et vous y êtes. Donc, la vie des autres, ça leur appartient. Ça serait mieux s'ils le gardaient pour eux, mais bon, si vous le balancez en pleine tronche, eh ben, vous laissez entrer par une oreille, vous laissez sortir par l'autre oreille, ok, et puis vous continuez votre route. Ils vous disent ça aujourd'hui, et puis dans 5 ans, dans 10 ans, quand ils verront que vous êtes épanoui, que vous vivez bien, et que vous vivez d'un métier qui vous plaît, eh ben, ce seront les premiers à vous dire « Ah, bravo, tu as eu raison de faire ça, franchement, on t'admire, parce que vraiment, ça n'a pas été facile, mais tu as eu raison. » Bah oui, c'est toujours comme ça, vous savez, hein. Vous savez déjà. Donc vraiment, l'avis des autres, ça compte pas, on n'en a pas besoin. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez être mieux pour vous et ce dont vous avez envie. Ok? Donc ça, c'était pour les choses vraiment... vous n'avez pas besoin de ça. Franchement, même oubliez. Par contre, maintenant, je vais vous faire la liste. J'ai noté quatre choses dont vous n'avez pas forcément besoin pour devenir wedding planner, mais par contre, si vous les avez, ce sera toujours un petit plus. Franchement, on va pas se cacher. Voilà, dans la vie, il y a toujours des gens qui partent avec un petit peu des petits bagages en plus, etc. Ça aide toujours, hein. Moi, j'ai mon bagage de kiné, tu vois, donc quand j'avais mal au dos après mes jours J, je savais quoi faire pour avoir moins mal au dos.
Bah, chacun a ses petits avantages, ok? Alors, la première chose, c'est avoir fait des études dans l'événementiel. Hein. Vous n'avez pas besoin, c'est pas sine qua non d'avoir fait des études dans l'événementiel pour devenir wedding planner. Parce que maintenant, il existe des formations qui vous permettent de vous reconvertir facilement. Enfin, moi, je vous dis depuis le début, moi, j'étais kiné avant, j'ai aucune formation en événementiel, aucune formation en marketing, etc. Mais avec un peu de bonne volonté, beaucoup de bonne volonté, et une formation au métier de wedding planner spécifiquement, vous pouvez vous reconvertir assez facilement sans y passer 3 ans pour refaire des études, etc. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Par contre, on ne va pas se mentir, que si avant de vouloir devenir wedding planner, vous avez fait un cursus en événementiel ou ne serait-ce qu'en communication, bah, vous partez quand même avec un avantage non négligeable parce que vous savez déjà un petit peu de quoi il retourne, vous avez déjà des bases qui vont vous permettre de développer un peu plus rapidement votre entreprise. On ne va pas se cacher, et puis peut-être qu'il y a des clients aussi que ça va rassurer de savoir que vous avez eu, même si vous débutez en tant qu'organisatrice de mariage, s'ils savent que vous avez eu avant une expérience dans l'organisation d'événements, même si c'est des événements professionnels, etc., bah, il y a peut-être des clients à qui ça va parler, et ça va peut-être vous aider. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire, parce qu'on fait très bien sans. Et puis, je pars du principe aussi que quand on est chef d'entreprise, hein, puisque c'est de ça qu'on est en train de parler, quand on est chef d'entreprise, au bout d'un moment, quand on voit qu'on a une lacune ou qu'il nous manque quelque chose, ou quand on sent que les choses ne sont pas alignées et qu'il nous manque une compétence, ben hop, on va chercher où elle est cette compétence, on va apprendre et on se développe soi-même pour développer son business. N'est-ce pas? Alors, j'ai un commentaire. En effet, certaines personnes veulent transférer leur peur alors qu'on n'en a pas besoin. Exactement, tout à fait. Il faut savoir repérer en fait les gens qui veulent transférer sur nous leurs propres craintes, leurs propres peurs, et se poser la question de, OK, cette personne m'a dit ça, mais est-ce que ça, c'est ce que je pense moi? Est-ce que moi, j'ai vraiment cette crainte-là? Euh, et donc, quand vous voyez que non, bah, en fait, ça lui appartient et c'est tant pis pour elle. Dommage. Alors, qu'est-ce que c'est la FLTV? J'ai SDV20 qui me dit heureusement que la FLTV existe. Alors, ensuite, deuxième chose dont vous n'avez pas nécessairement besoin, mais quand même ça aide. Et j'avoue, là, pour le coup, j'ai quand même été surprise. On va voir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça. Une voiture. Une voiture. Alors, pourquoi j'ai ajouté cet élément à la liste? Parce que hier, du coup, dans ma story Insta, quand j'ai demandé, d'après vous, qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui vous paraissait indispensable pour devenir wedding planner, et au final, quand vous vous êtes lancé, vous vous êtes rendu compte que pas du tout. J'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, bah, je pensais au début avoir absolument besoin d'une voiture, et au final, j'ai très bien réussi à faire ma carrière sans. Alors, petit bémol, enfin petit bémol, petit astérisque, cette personne habite à Paris. Cette personne habite à Paris, donc en fait, elle m'a dit, moi, je me débrouillais tout le temps en transport en commun. Quand il fallait se déplacer, et notamment pour les jours J, eh ben, je prenais un VTC pour la journée, et ça ne revenait pas tellement plus cher que d'avoir sa propre voiture à soi. Et elle me disait, par exemple, moi j'ai dit, bah ok, mais comment tu fais pour, par exemple, les visites de lieux? Bah, elle me dit, on covoiturait avec les mariés. Et c'est vrai que même moi qui ai ma propre voiture, ça m'est déjà arrivé de covoiturer avec des mariés. Comme ça, eux, ils ne payaient pas des frais de déplacement. Ils ne me payaient pas à moi des frais de déplacement. On allait directement avec leur propre véhicule. Et l'un dans l'autre, je me dis, bon, effectivement, ça doit pouvoir se faire. Après, j'avoue, moi, quand je me suis lancée, j'avais mon permis, mon véhicule personnel. C'est très pratique. Voilà. Mais en fonction de là où vous êtes, en fonction des moyens que vous avez à votre disposition aussi, parce que peut-être que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un véhicule, ou bien même un véhicule sans permis. Hein. Et encore, elle me disait, le véhicule sans permis, il est limité au niveau de la vitesse, donc c'est peut-être pas le meilleur choix. Peut-être qu'il vaut mieux prendre un VTC à ce moment-là. Mais du coup, je m'étais jamais fait la réflexion. Mais effectivement, en fonction de là où vous habitez, peut-être qu'une voiture, c'est pas forcément indispensable. Donc voilà. Ouais. Une voiture en dehors de Paris intramuros. Ouais, franchement, moi j'habite à Orléans, et franchement, c'est pas le bout du monde, Orléans, hein, mais franchement, quand il faut se déplacer à 1 heure, 2 heures de la maison,
Voilà. Après, moi, j'avoue, ça me rassurait aussi de pouvoir être indépendante et d'avoir ma propre voiture. Franchement, c'est plus sympa. Mais bon, si dans un premier temps, vous n'en avez pas, il y a peut-être moyen de faire ça. Mais on est d'accord quand même que c'est un atout. Bah, mon joli Evan qui dit si tu dois trimballer du matériel. Mais en fait, en tant que wedding planner pur et dur, normalement, tu n'as pas tant de matériel que ça à trimballer. Tu auras peut-être ta trousse à outils, etc. Mais si tu as, par exemple, si tu prends le VTC, comme elle dit, tu viens avec tes affaires, tu les poses dans un coin au lieu de réception, et puis voilà, quoi. Mais tu n'auras pas de la déco. Normalement, si tu es vraiment pur wedding planner, tu n'as pas de décoration, par exemple, à déplacer. Donc, je pense que ça peut se jouer, mais il faut voir vraiment quelle est l'activité qu'on a. Encore plus si, par exemple, juste on est officiant de cérémonie, ben, sauf si on loue le matériel au marié, s'il n'y a pas de matériel, on vient juste avec son texte et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire et ça dépend encore une fois surtout de où on habite. Parce que voilà. Ensuite, autre chose dont on n'a pas absolument besoin pour devenir wedding planner, mais qui peut aider quand même, c'est d'être la reine de l'organisation. Alors, vous allez trouver ça bizarre parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent bah, quand tu es wedding planner, forcément, ça veut dire que tu gères tout, que tu es la reine de l'organisation, blablabla. Et souvent, les gens qui se dirigent vers le métier de wedding planner aussi, ce sont des personnes qui ont un petit peu la fibre de l'organisation et qui aiment ça. Souvent, les gens, quand on leur demande pourquoi tu es devenu wedding planner, j'aimais organiser et j'aimais les mariages. Alors, j'ai mon joli Yvonne qui me dit ah, j'ai fait un mariage en mi-juillet, j'avais pas de voiture. Uber devait me servir, mais ça captait pas au château. Ah ouais, ça c'est ça le problème en fait. Ou alors, il faut peut-être se garder le chauffeur sous la main et lui dire bon, tu reviens à telle heure. Oui, donc la reine de l'organisation. Le truc, c'est que organiser un mariage, des mariages, ça s'apprend en fait. Et donc, même si de base, on n'est pas quelqu'un d'hyper organisé, parce que moi, franchement, je connais plein de wedding planners, et puis moi, j'en faisais partie aussi, hein. Au niveau des clients, au niveau des mariages et des prestations, c'était carré, quoi. Le truc, il est tac, 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 tac. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes wedding planner et que vous savez gérer les mariages de vos clients, ça ne veut pas dire que vous êtes la reine de l'organisation, que chez vous, c'est hyper bien rangé, que votre vie, elle est comme du papier à musique et qu'il n'y a aucune place pour la spontanéité et que c'est tout au garde à vous. C'est clair que ça aide si vous êtes comme ça parce que ça va vraiment vous aider à mieux gérer notamment tout ce qui va être l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Mais c'est pas obligatoire en fait. Et je pense qu'aussi, ça fait partie des choses qui s'apprennent avec le temps. Parce que surtout si on quitte un précédent emploi pour ensuite se rediriger vers le métier de wedding planner, qu'on ouvre sa propre entreprise, etc., de toute façon, ça va vous demander d'adapter votre vie autour de ce nouveau métier. Ça va vous demander d'adapter votre façon de faire, ça va vous demander d'adapter votre vie de famille, si vous en avez une. Enfin, voilà. Donc, c'est des choses qui s'apprennent et vous n'avez pas besoin d'être déjà super au taquet, organisé. Il ne faut pas que vous vous disiez, par exemple, j'aimerais bien organiser des mariages, mais franchement, je loupe déjà mes rendez-vous chez le dentiste. Bon, non, si, quand même, ça serait quand même compliqué. Il s'agit d'avoir la tête là où on veut être. Mais c'est pas parce que vous êtes parfois un peu bordélique, etc. Et vous avez des fois l'impression de ne pas gérer toute votre vie, que forcément ça veut dire que vous n'êtes pas faite pour devenir wedding planner. Moi, je fais vraiment la différence entre les deux. Et encore une fois, en se lançant, il y a des choses qui viennent et il y a des choses qui s'apprennent et il y a des automatismes qui se font. Et enfin, la dernière chose que j'avais envie d'aborder ici, après vous me direz s'il y a des choses que je n'ai pas abordées dans le podcast, ça pourrait être cool qu'on discute encore une fois autour de ça, mais c'est d'avoir une mise de départ. Ce que j'entends par une mise de départ, c'est d'avoir des sous de côté pour lancer son entreprise. Encore une fois, on est d'accord, c'est pour ça que je l'ai mis dans la deuxième partie de la liste. Si vous avez des sous de côté et que vous avez de l'argent pour investir dans votre entreprise dès le début, on va pas se mentir, c'est un avantage et on va pas se mentir, c'est super, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas cet argent-là, c'est pas un frein, c'est pas parce que vous n'avez pas cet argent-là de côté que vous ne pouvez pas vous lancer. Pour faire votre formation, par exemple, vous pouvez très bien faire appel à des organismes de formation, à votre compte CPF, etc. Pour votre site internet, si vous n'avez pas les sous de débloquer
d'investir dans un prestataire pour vous faire votre site internet, vous pouvez peut-être apprendre à le faire toute seule. Pour la communication, vous pouvez pas déléguer à quelqu'un, mais vous pouvez apprendre à faire toute seule. Voilà, peut-être que allez, si vous voulez acheter un ordi et que vous ne pouvez pas, bah, vous allez peut-être ouvrir un compte pro à la banque et faire un prêt parce que voilà, vous allez démarrer une entreprise, vous avez besoin de matériel, comme par exemple ne serait-ce qu'un ordinateur et un téléphone pour passer vos appels et voilà, et faire vos visites, etc. Bon, bah, vous allez trouver une solution. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a des solutions qui existent, il y a des, comment dire, il y a certaines régions qui peuvent vous attribuer des bourses pour démarrer votre entreprise, il y a des solutions de financement, enfin voilà, il y a des... On a en France en plus, bon, on n'est peut-être pas les mieux lotis niveau entrepreneuriat, mais on n'est quand même pas les derniers du classement. Il y a des solutions qui existent. Vous pouvez aussi, comment dire, vous avez le projet d'ouvrir une entreprise, mais c'est pas parce que vous avez ce projet-là que, bam, demain, je quitte mon travail et après-demain, j'ai ouvert mon entreprise. Vous pouvez décider de... Ah, je perds mes mots. Distiller, voilà. Vous pouvez différer en fait votre projet et vous dire, bon voilà, j'aimerais, alors là, par exemple, on est en août, j'aimerais d'ici janvier ouvrir mon entreprise. Ça veut dire que tous les mois, il faudrait que j'épargne XXX euros sur mon salaire, puisque je suis encore salarié. Et comme ça, arrivé en janvier, j'aurai les sous pour pouvoir faire ci, et ouvrir mon entreprise. Parce que c'est vrai aussi que, et ça, enfin, je digresse un petit peu, mais et après, je plaide coupable parce que ça fait partie de, Moi aussi, je suis un petit peu comme ça. Quand j'ai une idée en tête, j'ai besoin que ça aille vite, en fait. Et sauf que là, je suis en train d'apprendre que aller vite, ça ne veut pas dire que ça va être bien fait. Il vaut mieux que ce soit bien fait plutôt que d'aller vite. Et le plus important, ce n'est pas la vitesse à laquelle on aura concrétisé le projet, mais le plus important, c'est qu'on y arrive un jour ou l'autre et qu'on soit fier de soi et qu'on soit fier de la personne qu'on est en train de devenir pendant qu'on est en train d'accomplir le projet. Parce que pendant que vous êtes en train de mettre de l'argent de côté pour lancer votre entreprise, ben vous êtes déjà en train de construire votre propre richesse, vous êtes déjà en train de construire votre propre réussite. Et tout ça, c'est un chemin, c'est un apprentissage. Pardon. Donc, même si ce n'est pas pour tout de suite et que vous n'avez pas les sous, ben c'est comme pour tout projet, en fait, vous mettez des sous de côté et puis un jour, vous allez réussir à le faire. Bon, mettez-vous une date quand même, hein, parce que les gens qui disent « Ouh, un jour, j'aimerais faire ça », et puis dans 10 ans, ils n'ont toujours pas fait, là, il s'agirait de se poser les bonnes questions quand même. Quoi qu'il en soit, encore une fois, avoir une mise de départ, on est d'accord que ça aide à aller plus vite, ça aide peut-être à engager du monde, à faire les choses du premier coup comme il faut. Si vous n'avez pas cet argent de côté, eh ben, vous pouvez trouver des solutions pour le trouver. Il y a même, comment dire, vous pouvez même faire des cagnottes sur Internet si vous voulez, pour trouver les sous pour ouvrir votre entreprise. De nos jours, il y a plein de solutions. Donc, on arrive à la fin de ma petite liste. Je fais un petit récap hein, pour celles qui n'étaient pas là. Toutes les choses dont on n'a pas besoin pour devenir wedding planner. Alors, en premier, on a toutes les choses dont on n'a absolument pas besoin, c'est-à-dire être marié ou avoir organisé son mariage, savoir faire des bouquets de fleurs, de la décoration de mariage, savoir dessiner, être à l'aise en talons. Et on n'a pas besoin surtout de l'avis des autres personnes pour lancer le projet de notre vie. Et parmi les choses qui peuvent aider, mais qui ne sont pas obligatoires, il y a avoir fait des études dans l'événementiel, avoir une voiture, / le permis, ça va avec, être la reine de l'organisation et avoir une mise de départ. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a parmi vous, parmi celles qui sont connectées, est-ce qu'il y a des choses, vous trouvez que j'ai oublié des choses à dire? Parmi les choses que vous pensiez indispensable pour être wedding planner et au final, vous vous êtes rendu compte que pas du tout, en fait. On peut devenir wedding planner sans ça. Et d'ailleurs, coucou à toutes celles qui ont rejoint la vidéo entre-temps. Ok. Bon, et ben s'il n'y a pas d'autres questions / solutions, alors, il y a mon joli Ivan qui dit: « Je pensais que le réseau était indispensable au début. » Alors, en fait, non, il n'est pas indispensable au début. Ouais, exactement, c'est faux. C'est-à-dire que, comme beaucoup de choses, en fait, de cette liste, le réseau, tu vas le construire au fur et à mesure, en fait. Au fur et à mesure de
que tu vas créer ton entreprise, c'est toi qui vas créer ton réseau. Parce qu'au final, tu vas prendre 2 wedding planners qui travaillent dans la même région, et ben, il est très fort probable qu'elles n'aient même pas toutes les 2 le même réseau. Moi, ça m'arrivait de discuter avec des consoeurs d'à côté, de dire: «Ah bah, c'est bizarre, tu travailles fréquemment avec telle personne, moi je l'ai jamais même rencontré, ni même trouvé son nom» et cetera. Donc c'est ton réseau, c'est toi qui vas le démarrer. C'est pas le réseau, tu n'as pas à attendre d'avoir un réseau pour démarrer, il faut que tu démarres pour avoir le réseau. Voilà. Merci pour, cette remarque. C'était une très bonne remarque. Alors, j'ai Neza qui me dit: «Je trouve par contre que c'est un métier très ingrat et c'est ma plus grosse déception. On n'a pas forcément le niveau de reconnaissance que l'on doit avoir». Effectivement, alors là, on rentre pas dans le sujet du live pour le coup, mais c'est vrai que, alors ça dépend ça dépend de tout, ça dépend des clients, ça dépend des situations, mais j'ai envie de te dire, c'est comme beaucoup de métiers, dans le service, en fait. Beaucoup de métiers dans le service, il y a des gens qui vont être hyper reconnaissants et hyper conscients de la valeur que tu apportes et qui vont te le rendre centuple. Et tu as des gens qui vont juste estimer que parce qu'ils te payent, ben, c'est normal, même si tu donnes 110% alors que tu ne devais pas dépasser 100%, même si tu donnes 300%, ils vont estimer que c'est normal. Ça dépend aussi de comment ces gens-là ont été éduqués, de la vie qu'ils ont eue, etc. Et qui ne vont pas forcément être reconnaissants, voire pire, qui vont être carrément désagréables. J'ai envie de dire, c'est un petit peu le, le quotidien des personnes qui font des métiers de service comme celui-ci. Et le tout par la suite, c'est d'apprendre à être de plus en plus clairvoyante pour identifier assez rapidement les clients pour savoir dans quelle catégorie ils sont. Mon joli Ivan qui dit: «On est des travailleurs de l'ombre, mais certaines mariées sont top et hyper reconnaissants». Ouais, voilà, exactement. Il faut savoir choisir ses clients. En tout cas, les filles, merci d'être venues, merci d'avoir participé. J'aime beaucoup échanger avec vous. C'est encore plus sympa que quand c'est moi qui suis toute seule à parler. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode spécial. D'ailleurs, c'est un épisode, je vous l'annonce déjà, ce sera un épisode FAQ. Donc, celles qui ont des questions sur le métier de wedding planner, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou un email, tiens, pourquoi pas. Et comme ça, je note la question. Et dans 2 semaines, on fait un live où je réponds à toutes les questions que j'ai reçues. Ok? Passez une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!